Merci pour les gemmes. 2 minutes le micro parce que je suis en train de régler un petit truc. Du comics, là, je trouve ça pourrait être de la BD de journaux dans le temps, tu sais. Ah ouais, non, Mais non, écoute, moi, ça me va très bien dans un comics destiné aux plus jeunes. Je trouve justement c'est moins chargé, au niveau fond, etc. Malgré que là, bon, cet exemplaire est moins parlant, mais des fois, effectivement, il y a moins de détails euh, au niveau des fonds et tout ça. ouais, je sais pas, moi, toutes les phases d'action, c'est surtout de l'action avec lui, je ressens rien en fait. Là, tout le passage dans la forêt, je tournais les pages, je fais, mais c'est quand même moche, c'est quoi cette merde là? C'est. Elle est en mode transition, la déception de. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, non, toutes les phases d'action, il y en a une plus tard ensuite. Pareil, il n'y a aucun dynamisme, pareil, je trouve ça tout. Ah ouais, non, je trouve ça quand même Ouais, assez dynamique. Écoute, puis gars, tu vois, même quand on a du visage, ça, je dois te donner à Tolibao, par contre, sur certains des 3 premiers numéros de l'album, on a des gros plans, des zooms, là, on va dire, sur des visages, et tu vois qu'il y avait mis beaucoup plus de temps que sur d'autres. Clairement, là. Mais c'est ça. Globalement, entre les deux, je préfère Tony Bruno, surtout pour ce type d'album-là. Mais comme on le voit, tu sais, le fond, on voit la ville, c'est comme ça.
c'est un peu un ombrage. Fait que ça, je disais, clairement, moins de détails. Mais pour moi, c'est ça. Je trouve ça bien correct. Comment dire, je trouve ça suffisant pour ce que ça a à raconter. Pour de jeunesse. Ouais, effectivement. Pour de jeunesse, C'est quand même très, très joli là, sur certains aspects. Mais après, il y a son style. Ce que j'aime aussi, c'est que déjà, il y a de la constance. Je me souviens sur Tolibao, j'ai remarqué, je me souviens plus évidemment quelle page, là, je n'ai pas sorti. À un moment donné, on a Ezine et Lula, une à côté de l'autre. C'est le même visage, les deux. Vraiment, là, évidemment, il y en a une, c'est une alien rose, l'autre, c'est une femme noire, mais le côté trait de visage, je vous dis, on les confondrait là, très, très facilement. Fait que c'est ça, Tolibao. Je trouve que, puis souvent, c'est ça, entre autres sur les depuis cette série-là, j'ai beaucoup de mal avec ce dessinateur-là. On n'arrivera pas à s'auto-convaincre que notre dessinateur est bon, parce que moi, je ne sais pas, j'ai vraiment du mal. Je vous dirais, en commentaire, écoutez, Team Bruno, Team Tolibao, Team Francis, Team Jean. Voilà. Donc, vous venez nous dire votre avis. Ben, tu sais, on est dans du coup, hein, donc, c'est pas. Moi, je respecte ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème. Oui, on n'est pas du niveau, alors parce que t'en penses toi, mais de genre gentil, qu'on mentionne à chaque fois. Il n'y a pas de peu d'incompétence. L'Henri Tolibao, c'est son style. Moi, c'est son style que j'aime pas. Donc, c'est pour ça que je trouve ça une purge, que ça se perpétue, là, sans dire, avec encore toujours plus de numéros. Mais c'est pas de l'incompétence. Pas du tout. Là. Il y a du talent, mais comme je disais, j'ai l'impression que dans cet album-ci, dans les 3 numéros, là, c'est 6, 7, 8, il y a de c'est ça. Par moment, là, clairement, il fait des pages plus rapides que d'autres. Je suis certain qu'il ne met pas le même nombre de minutes d'heures pour chaque page. Pareil, il y a le personnage de Jedi de Emmerich, là, Trails of Shadows, pareil, que je trouve moche pour Tolibao. C'est dommage parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup et il a un petit peu de présence en fin de numéro avec Bruno. Et c'est un peu dommage. On voit aussi même, je crois, sa collègue, hein, vite fait. Elle est là aussi. Ouais, je peux le montrer à l'écran, on l'a sur la couverture d'un des one-shots, pas des one-shots, mais des mini-séries, Dispatch. Ouais. Donc, Jedi Black, avec le sable jaune et un espèce de droïde à la Calquestis, là, sur le ouais. C'est très très cool que Holder ait repris ça. Bon, après, quand c'était son personnage, entre guillemets, on va dire. C'est aussi le fameux qui est en chiard, donc à ce moment-là, qui à l'époque de Trails of Shadow n'est pas encore si je me rappelle bien. Et là, il est devenu donc membre de la guerre rapprochée d'Euro, qui est énorme. Alors, c'est pareil, c'est un énorme alien qui est 2 fois la taille de Krix. Krix arrive à le neutraliser et Krix ne va pas le buter alors que l'alien Aratab va dire ok, donc tu m'as capturé là, je sors de là, je te bute. Et je dis ouais, t'inquiète, bon, c'est en mode jeunesse, en mode ouais. Pas de stupide, mais je trouve ça un peu bizarre niveau écriture, encore une fois. Tu le butes, tu l'as neutralisé, bute-le parce qu'il va t'exploser après. Quoi. Ouais, surtout que Krix n'est pas reconnu pour sa bonté. Là, non, ouais, il a déjà commis des crimes, c'est allié, donc c'est vraiment bizarre. Hein. Mais c'est cool d'avoir cet alien-là, j'ai bien un petit clin d'œil. Donc voilà. Excellent. Écoute, il nous resterait côté couverture. Je les ai montrés, là, par exemple, tantôt quand tu faisais le synopsis. Écoute, les couvertures sont principales, sont par Hervé Tolibao. Magnifique! Ben, c'est ça, moi, ça joue un peu. Et même là, je suis déçu par le choix et de Marvel, je suis d'accord. et de Panini. Et conséquemment, là, c'est une critique à nous-mêmes de la vignette de Star Wars en direct, qui est le numéro 6, parce que je trouve ça nul. Encore plus, entre autres pour notre émission. On les voit bien. C'est terrible. En comparaison, je montre le numéro 8, que lui, c'est du Tolibao, mais je trouve ça magnifique. Là, cette fois-ci, le numéro 8, c'est Corp et Farzala. En pleine action, là, tout à l'heure, ils sont sur un vaisseau là, qui est en pleine explosion. Donc, ça, je trouve ça magnifique. Même à la limite, le 7e avec Corp et la jeune Padawan, Zint. Fait que voilà, je ne. On n'aurait pas mis le Warden, même si elle avait le Warden, moi je trouve magnifique. Et le fait de virer en carrière,
pareil, on a pu la mettre, c'est plutôt stylé. J'aime bien celle qui a été retenue par Dark Horse et Panini. Sauf que justement la miniature nous montre encore plus. On a Cort qui tire à la langue. Oui. Je sais pas pourquoi. Et on a limite Zine a l'air de tirer la langue aussi, je sais pas trop. Ouais, mais en fait, c'est un trompe-l'œil, là. C'est parce qu'à l'arrière d'elle, c'est un détail du. Ah ouais. Pourquoi Effectivement, ça donne l'impression que les deux s'apprêtent à lécher. Là, il y a un petit. Là, je sais pas. Si je vois Tolier Mao, je me demanderais pourquoi tu as fait ça comme ça. Pourquoi Cort? Surtout Cort. Pourquoi Cort? Et après, je trouve ça sympa, tu vois, pour un comic jeunesse, tu as un peu tous les héros en mode bonne humeur. Là. C'est en mode hug. Je me rappelle pour le Cameron, tu avais reproché le fait qu'ils se huguaient beaucoup, qu'ils s'embrassaient beaucoup. Oui, ben encore dans ce numéro-là, ils font bien des câlins. Ils se font des câlins. C'est vrai, continue. Je m'excuse, là. Quand c'est des enfants, à la limite, quand c'est vraiment des jeunes padawans ou quelque chose comme ça, là, ils sont rendus à se marier et ça se fait des câlins comme des enfants. Écoute, moi, c'est. J'ai bien du mal avec cette manie-là de devenir Rose Older, de faire des câlins. C'est insensible, c'est insensible. On va vous montrer vite fait les variantes. Alors, ça va être vite fait parce qu'il y en a une par numéro. Donc, juste 4, donc 5, ça va être rapide. Ils sont pas fifoles. Hein. Là, tu vois, j'aime pas trop le visage. Tout le barreau me manque, tu vois, quand je vois celle-là. Les amis qui discutent couchés dans l'herbe, tu sais, est-ce que c'est ça qu'on recherche dans un comic Star Wars? Ouais, pas fou. Il y en a peut-être une qui me plaît bien, c'est la variante numéro. Pardon, la variante 8. Ouais, la variante 8, elle me plaît beaucoup. Ça me fait penser au film Belle. Elle est très jolie. Effectivement, elle fait un peu Blade Runner ou tout ça. Là, Blade Runner. Et ensuite, donc, la variante 9 qui est moyen. La variante 7, c'est la même autrice que la variante 6, donc pareil, des visages vraiment bizarres. Elle a fait très Star Wars traditionnel. Tu sais, Han Solo, Luke, Leia et Chewie, là, dans le faucon, mettons. Là. Ouais, non, mais la pose est pas mal, mais la gueule, on dirait qu'elles ont toutes la même gueule, même les corps et Fazala aussi. Je sais pas. Ouais, c'est pas faux. Je sais pas. La plus belle et la 10e, écoute. Voilà. C'est ça, magnifique. On sera d'accord au moins sur un point ce soir. Parce que même la couverture du tome, ça va, à part le coup d'angle. Mais là, on est d'accord, la variante préférée, c'est la variante numéro 10. On est d'accord. Voilà. Niveau note, Francis, que mettras-tu? Écoute, je crois que je vais lui donner 7 aussi. Comme tu disais, c'est pas exactement les mêmes défauts et les mêmes qualités que le précédent. Fait que je reste sur la même note que pour l'album précédent, là, tome 1, mais pas pour les mêmes raisons. Merci. Moi, je pensais que tu avais un peu plus utilisé, que tu avais pas exactement les mêmes défauts et les mêmes qualités que le précédent. Fait que je reste sur la même note que pour l'album précédent, là, tome 1, mais pas pour les mêmes raisons. Merci. Moi, je pensais que tu avais un peu plus utilisé, que tu avais un peu plus aimé le tome 2 que le tome 1, mais non. Ouais, mais écoute, tu m'as fait laisser assez. Inconsistance d'histoire, puis manque entre les numéros. C'est le début d'intrigue ici qui va être plus tard, et puis surcharge d'intrigues différentes. Là. C'est un problème, il ne s'est pas raconté. Tu te rappelles, Slasher, c'était ça, c'était plein d'histoires différentes qui s'entretenaient. Oui, Slasher, il y avait 6 temporalités différentes. Donc, à chaque chapitre, on était dans une des 6 temporalités, mais avec les mêmes personnages. Donc là, écoute, à l'audio, c'était impossible de suivre. Vraiment, à l'écrit, au fait, tu peux remonter 2 pages avant, voir okay, je suis à quelle temporalité. À l'audio, il y avait quand même 3 narateurs pour essayer de. C'est quand même exceptionnel d'avoir 3 narateurs pour dont lui, il y a non le 2. Mais c'est vrai qu'il a du mal à écrire quelque chose de linéaire et simple, je trouve, pour la jeunesse. En Espagne, il n'y a pas si longtemps, là, Midnight Horizon, là, Horizon Funèbre en français. C'était pas mauvais, mais là aussi, comme je disais, tu avais des flashbacks de certains personnages, tu avais quand même plusieurs personnages, dont des nouveaux introduits pour l'occasion. C'est ça, il y a un côté dur à suivre. Ben écoute, moi, j'ai un poil moins aimé le tome 2, encore une fois, ce problème de scénario, de continuité, et les 2 derniers numéros, moi, que je trouve illisibles, tellement que c'est moche. Pardon. Mais je crois que j'ai déjà sorti la blague parce que Bruno, we don't talk about Bruno, ça dit quelque chose. Oui, ben oui, écoute, j'ai une jeune fille, moi aussi, Jean, donc je connais bien. Nous, on l'écoute en français, donc il ne faut pas parler de Bruno, ne parlons pas de Bruno.
ceux qui ont vu le film. Le film Encanto. C'est ça, un excellent Disney. Mais en tout cas, voilà. Donc moi j'ai mis un petit 14. Alors, on avait une discussion, je ne sais pas si tu as vu ça sur Discord récemment, là, avec Sylvain, entre autres, et nos auditeurs, et sur Eloïc, je crois qu'il s'est mis aussi dedans, sur le fait de mettre des notes à des heures, tout ça, qu'il ne faudrait peut-être pas mettre des notes. C'est indicatif, et il n'y a aucune logique, surtout dans. Je sais qu'il y a plus de logique dans ton barème de notation que dans le mien. Il y a zéro logique, c'est plus le feeling. Là, je vais mettre un 14, donc c'est 2 points de moins que le temps. Mais j'aime beaucoup quand même toutes les interactions Zinlula. En fait, moi, Zinlula, j'adore ce duo. Et tous ces passages, on n'en a pas parlé, mais il y a le passage où ils sont dans le vaisseau. Il y en a une qui arrive dans le cockpit, qui va demander conseil au. Ça paraît, l'autre passe qui va demander exactement le même conseil et tout. Et les deux, j'ai la c'est encore des fanales, on se retrouve un petit peu en mode. Ils répètent les mêmes choses. Ouais, des petites scènes un petit peu comiques comme ça m'a beaucoup plu. Et j'ai hâte qu'on chronique le mariage des deux. Parce que, je sais pas, je les aime bien, ces deux, ça me fait plaisir. Non, mais il n'y a pas des fausses attentes aux auditeurs. Là. Le mariage est beaucoup plus intéressant que le reste. Je veux dire, mieux que la course spectaculaire. Là, non, moi j'ai préféré. Bon, on en parlera, ce sera dans le tome 3 si Panini encore suit. C'est ça, c'est un one-shot. Voilà, le one-shot sera inclus normalement dans le tome 3. On discutera de ça, j'ai hâte parce que non, moi j'aime bien, puis oui, système de notes quand même organisé, puis effectivement, avant de donner une note, je regarde les notes des comics, de tous les comics, donc de la totalité du canon. Je ne sais plus ça représente combien d'albums, mais c'est ça, là, pour donner une idée. Là, il va se retrouver sur le même étage que le premier Mace Windu de 2016, que la Haute République, les héros, et au-dessus, évidemment, des bandes de la Force, mais en dessous des derniers Jedi, et de, par exemple, c'était l'ère de la République des héros, bref, c'est ça. Plus bas que le Tron de l'autre jour, qui manquait une fin. Plus bas que Alcyon Legacy. On a commencé triste ce podcast, je suis encore plus triste. Je l'aime pas. Dites-nous en commentaire. Des héros, et au-dessus, évidemment, des bandes de la Force, mais en dessous des derniers Jedi, et de, par exemple, c'était l'ère de la République des héros, bref, c'est ça. Plus bas que le Tron de l'autre jour, qui manquait une fin. Plus bas que Alcyon Legacy. On a commencé triste ce podcast, je suis encore plus triste. Je l'aime pas. Dites-nous en commentaire, j'ai hâte. Dites-nous si vous n'êtes vraiment pas d'accord avec le jugement, mais voilà, c'est ça. Ça, c'est nos ressentis. Avant de nous quitter, Francis, est-ce que tu peux nous dire les émissions à venir? Ça va être compliqué encore une fois. Parce qu'on va enregistrer. Écoute, on peut dire, comme je disais, là, je l'ai dit tout à l'heure dans les émissions récentes, mais on ne sait pas exactement quand va sortir quoi. Il va y avoir des épisodes sur la célébration. Il va y avoir le roman, là, je cherche le nom, Reign of the Empire, The Master of Fear. Côté prochain comics, après ça, ça va être le sabre alloué en français, donc Saber for Hire, le surnom, on va dire, de Urek. Et écoute, pour l'instant, il y a 3 autres albums comics prévus. Je ne sais pas si ça va se concrétiser. Je trouve que ça fait énormément de sorties en 2 semaines, là, à la fin avril. Donc, voilà. Mais bref, le prochain comics va être mais qu'on avait bien apprécié, c'est la suite. Il y en avait déjà eu un là, dans la phase 1. Et donc, voilà, ça, sur notre série de Star Wars on conclut cette émission de Star Wars littérature. Star Wars en direct littérature. Petit rappel. Sur notre série de Star Wars on conclut cette émission de Star Wars littérature. Star Wars en direct littérature. Petit rappel vite fait, réseaux sociaux quand même. Instagram, sur Discord, sur Thread, toujours la cloche, le pouce sur YouTube, les 5 étoiles sur les podcasts, surtout, encore une fois, plein de commentaires, vos avis sur ce
ce tome. Ça nous intéresse sur la série en général, les aventures de la Haute République, les aventures. Sur Holder aussi, on en a eu quelques-uns déjà à vie sur le Discord. Sur Tolibao, sur Bruno. Voilà. Nous vous lirons. Est-ce que je le mets là aussi, petit aussi un rappel, on n'a plus de publicité sur les boutiques Red Bubble. Là, j'en veux pas parce que vous pouvez nous soutenir en achetant des goodies de Star Wars Angel, notamment des t-shirts avec des designs réalisés par Dan, lui-même. Je vous en parle ici parce que récemment, pour la Star Wars Célébration du Japon, justement en avril, Dany a réalisé un tout nouveau design de toute beauté. Franchement, on vous conseille d'aller voir, au moins aller voir sur Redbubble, le site, et je suis sûr que vous allez cliquer, vous allez acheter tellement magnifique. Très facile à trouver, hein, soit par le site de Redbubble ou par le site de Star Wars en direct. Il y a un raccourci tout de suite là, vers la boutique. Donc voilà. Super, super. En tout cas, je sais que beaucoup de membres de l'équipe déjà l'ont commandé. Moi aussi, je l'ai commandé personnellement. Je ne sais pas si toi, Francis, tu as prévu de le commander ou pas. Non, en fait, j'en ai pris connaissance il y a 2 heures. Donc, c'est ça. Effectivement. Effectivement. En tout cas, si vous pouvez, en tout cas, supportez-nous via la boutique Redbubble. Ça serait gentil. Et voilà, et voilà, de la part de l'équipe, Francis, la voix du fandom Star Wars depuis 25 ans, et que la force soit avec vous. Il semble que dans ce que moi j'ai connu plus récemment, il se serait fait demander de devenir. Cool. On a Electra. De l'équipe, déjà, l'ont commandé. Moi aussi, je l'ai commandé personnellement. Je ne sais pas si toi, Francis, tu as prévu de le commander ou pas. Non, en fait, j'en ai pris connaissance il y a 2 heures. Donc, c'est ça. Effectivement. Effectivement. En tout cas, si vous pouvez, en tout cas, supportez-nous via la boutique Redbubble. Ça serait gentil. Et voilà, et voilà, de la part de l'équipe, Francis, la voix du fandom Star Wars depuis 25 ans, et que la force soit avec vous. Il semble que dans ce que moi j'ai connu plus récemment, il se serait fait demander de devenir. Cool. On a Electra. On a Punisher. On a Punisher. On a Punisher. Salut la guys, bienvenue en Salut la guys, bienvenue en Jazz Marvel. Mon nom est Nico Crank. Jazz Marvel. Mon nom est Nico Crank et je suis accompagné de Jeff d'Imagine Comics. Salut tout le monde. Un petit team de 2 cette semaine pour attaquer Thunderbolts qui sort donc le 2 mai. Salut à Dernier Voyage. Nous sommes geeks. Salut Bob PC. Salut la guys. Let's go. C'est la semaine Quick Way, Be Geeks. C'est la semaine Thunderbolts. C'est la semaine qu'un film de Marvel sort puis qu'on n'est pas trop stressé de savoir si ça va être bon ou pas. Je pense que ça va être bon. À date, les premières réactions qu'on voit sur les réseaux sociaux annoncent quelque chose d'intéressant. Oui, ça s'annonce comme dans le pas pire. Fait qu'on n'est pas trop stressé ce coup-là. Une couple de fois qu'on est avec moi en se disant ça va-tu être bon? Là, je pense qu'on se dit ça va être bon. Je vais peut-être donc ça se peut qu'il faut que je mute mon micro, que je me mouche ou pour rendre le plus amusant possible. Jeff, toi, cette semaine, qu'as-tu fait de geek ou de passionnant? De passionnant, bien des choses. De geek, je suis en train de lire 2-3 trucs en même temps. Okay. De passionnant, bien des choses. De geek, je suis en train de lire 2-3 trucs en même temps. Okay. Je vais vous partager ça. Je suis tranquillement pas vite avec cette semaine fantastique. OK, ouais. Très
demande Fait que je si suis en train de lire, j'avais pas lu encore, là, je l'ai lu en français, j'avais pas lu encore la série actuelle de Fantastic Four de Ryan North. Je trouve ça vraiment très agréable à lire. je suis juste au début. Euh, fait que je sais pas. Ben, au début, moi aussi, ouais, je trouve ça bien écrit, bien dessiné. Puis, bon, la façon que les gars sont édités, là, pour le début, là, je ne sais pas évidemment où est-ce que ça va la suite. Là, j'ai à peu près là, l'équivalent de 4 ou 5 numéros de lus là, à l'intérieur là, de la compilation. La première compilation en français. Et je trouve même un épisode en particulier, j'avais l'impression que c'était un croisement entre les Fantastic Four et X-Files. Et un peu science-fiction. En tout cas, je trouve ça intéressant. La façon que les intrigues sont. Donc, ça n'attaque pas trop à la grosse galaxie, les gros enjeux. Ouais. J'aime ça. Oui, que ça souvent, fait vraiment les quelque chose de très terre à terre, t'as raison. Fantastic Four, ça va vite dans les portails interdimensionnels, puis puis ça reste un peu plus fantastique, mais justement, mais plus terre à terre, je trouve ça cool. C'est sûr, ça va monter, puis ça va aller dans Non, mais la vas-y. grosse Oui, mais Ouais, gros enjeu, là, mais c'est sûr, pour le parce que début, là, c'est souvent. je vais pas pouvoir celui-là. présentement, là, il y a le gros événement dans les comics Marvel, c'est One World Under Doom. Fait que là, avec le Doctor Oui, ils sont Doom, qui est affreux. maintenant le sorcier suprême là, de l'univers Marvel. Puis là, ben, c'est sûr que les Fantastic Four sont impliqués là-dedans, là, comme plusieurs autres séries là, de super-héros. Fait que c'est sûr que ça s'en va vers quelque chose comme ça. Mais pour le début de la série, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a quelque chose de très terre à terre ou très. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant là, comme façon de faire. Là, puis, le côté familial ressort beaucoup là, de l'équipe. En tout cas, j'avais pas eu beaucoup de plaisir à lire le Fantastic Four de Dan Slott. Je suis pas un grand fan de Dan Slott a priori. Là. Je le dis souvent là, en boutique, là. Mais ça, cette petite série-là, je trouve ça très agréable à lire pour le moment. Puis, en même temps que je dis ça, ça faisait un petit bout de temps que c'était sur ma table de choses à lire. Mais c'est vraiment tout ce que là, je vous amène complètement ailleurs. On sort de Marvel un peu, mais quoi que ça a déjà été dans Marvel, les Transformers. Mais en fait, c'est Void Rivals. En fait, c'est Robert Kirkman à qui on doit Walking Dead, à qui on doit Invincible, qui se lance dans un rêve de jeunesse d'aller jouer avec l'univers des Transformers, l'univers des G.I. Joe, mais de faire converger ces deux univers. Puis il a commencé avec une histoire qui est Void Rivals, qui est vraiment là, dans l'espace complètement. Puis là, il sème des choses qui vont avoir des répercussions par la suite du côté des Transformers et du côté des séries G.I. Joe. Ça, c'est vraiment des Transformers, mais je me dis, attends, je vais aller voir. Il y a l'Oasis 42. J'ai commencé avec une histoire qui est Void Rivals, qui est vraiment là, dans l'espace complètement. Puis là, il sème des choses qui vont avoir des répercussions par la suite du côté des Transformers et du côté des séries G.I. Joe. Ça, c'est vraiment des Transformers, mais je me dis, attends, je vais aller voir. Il y a l'Oasis 42, justement, qui vient d'arriver. Il y a des oreilles qui est pointé de je ne sais pas. Lui, c'est un grand collectionneur et grand fan de Transformers. Je l'ai dit là, tu es dans ma palette. Je veux juste aussi souligner Sébastien994, merci pour ton abonnement tiers 1, puis grand fan de Transformers. Je l'ai dit là, tu es dans ma palette. Je veux juste aussi souligner Sébastien994, merci pour ton abonnement tiers 1, premier mois, et aussi pour ton la journée. Merci d'être là. J'aime pas participer dans le chat, là, poser des questions, puis amuse-toi. Si t'es nouveau sur la plateforme, là, let's go. On est là pour s'amuser. Fait que si vous avez des questions par rapport au sujet qu'on parle et tout le kit, ne gênez-vous pas. Posez des questions dans le chat. Nico, qu'est-ce que tu as fait de geek ou de passionnant? Ben, à part soigner ton rhume. Soigner mon rhume, moi, j'ai été à la deuxième édition du Comic-Con de Laval. Oui. Tout le monde, Oasis 42 qui était là, il y avait
moi, j'étais là avec la 601e Légion. Mais Widia et qui est notre animatrice, et Binou Geek, eux autres avaient une présentation Oui. samedi, un petit panel sur les questions parallèles entre la culture autochtone et la pop culture, la culture populaire. Il y avait aussi Danae Voyage qui a fait sa première conférence, je crois, en Comic-Con, qui était Destination Geek. Donc, pour tous ceux qui veulent s'organiser un voyage, un voyage à saveur geek, Danae, ça n'a pas marché, Allez, je comme vois il un faut. truc. Danae, elle a une agence qui s'appelle Destination Geek et elle prépare des voyages. Donc, elle était là pour parler de c'est quoi son projet et de qu'est-ce qui est à peu près un voyage geek, qui n'est pas juste d'aller à Disney, mais qui peut être aller au Japon et visiter les lieux qui sont apparus dans certains films, ou d'aller en Italie pour suivre les traces des Assassin's Creed, là, des jeux d'Assassin's Creed, des lieux qu'ils ont visités pendant ce type de jeu-là, ou la Nouvelle-Zélande pour les lieux de tournage, des Hobbits, donc, c'était vraiment cool. On a fait ça samedi. Les conférences, est-ce que c'était Je vais intéressant? Est-ce que les gens étaient au rendez-vous? Oui, les gens étaient au rendez-vous, c'est sûr. C'était une salle d'à peu près 20 places. Donc, c'était quand même assez facilement remplissable. Ben oui, il y a eu un bon turnout pour les deux conférences. Qu'est-ce que, puis, parce que là, évidemment, plein de gens en fin de semaine me demandaient comment ça était pour le Comic-Con de Laval. Bon, c'est quand même pas très éloigné de Prévost, là, puis quand même l'organisation d'un Comic-Con fait que je garde mes énergies pour le gros Comic-Con de Montréal au mois de juillet. Mais, c'est très petit aussi, hein, fait que D'accord. il n'y avait pas beaucoup de place, pas beaucoup de choix de vendeurs finalement. Fait que c'était correct aussi que skip, là. C'était cool, mais c'était dans l'aréna, l'enclave Ouais, de la non, je Place sais Belle. pas si Donc, Benjamin. petit setup, il y avait comme une mezzanine, puis il y avait du monde qui était là. Puis après ça, tu avais sur la glace, tu avais quelques boutiques aussi. Abandonne, Donc, je sais pas, c'est dégueu. c'était correct. Il y avait un gay, là, c'est Lou Ferrigno, qui Ben oui. était là, puis that's it, là. C'était pas grosse affaire. Lou Ferrigno qui adore Montréal, puis qui est tout le temps. C'est un grand bonhomme, hein. Il n'est pas petit. Je vais continuer. Il n'est pas rentré ici avec l'âge. Je vais continuer Je de pense faire qu'on de ma avait shop. déjà discuté dans un podcast précédent, mais j'ai toujours entendu dire à quel point c'est un vrai fin, là, semble-t-il, avec les femmes et les gens. Je vais essayer peut-être après Ouais. si ça change. Fait que ouais, non, c'était vraiment cool. Merci, C'était pas mal ça. beaucoup trop Ben, dur, on a je vais le regardé taper. les premières de Endor, qui s'est sorti. Les 3 premiers épisodes de Thierry Endor qui est arrivé mardi passé. Ça aussi, j'en ai beaucoup entendu parler en fin de semaine. C'était super bon. Oui, en tout cas, moi, j'ai entendu que des commentaires positifs là, de la part de la clientèle. C'est quasiment du Star Wars à la HBO, si je peux vous permettre un peu le parallèle. Tu sais, c'est sans dire que c'est du Star Wars pour adultes, mais c'est du Star Wars qui est vraiment bien filmé, bien scénarisé. Qui n'est pas trop dans le flash, là, comme dans l'artifice visuel, mais qui est vraiment plus sur Ouais, j'ai beaucoup aimé. le vrai, mettons, là, comme les dangers de la politique intergalactique. J'ai beaucoup aimé Tout ce qui se tourne autour de ça, la montée en rébellion, la montée du fascisme. C'est pas des sujets qui sont très, très joyeux, mettons, qui sont très aventuriers. Fait que c'est beaucoup plus pesant comme il y a la première fois dans l'univers de Star Wars qui traite sur le viol dans les 3 premiers épisodes. Fait que tu t'attends pas à ça d'une série de Disney là, ou de Star Wars. Puis ben, il traite un peu là-dessus. Fait que pour pas spoiler. Je vais faire un épisode de review, mais là, j'ai pas eu le temps. On a eu trop d'affaires. Mes collaborateurs qui attendaient du Japon, ils ont été décalés dans le décalage horaire.
peut-être un bloc de 6 épisodes. Ouais. C'est 3 épisodes par semaine, pendant 4 semaines. On a géré l'an 4 avant la bataille de Yavin, donc avant l'épisode 4. Après ça, cette semaine, ça va Ouais, être tu veux le l'an faire arrête aussi. 3 C'est plus. avant la S'il y en a bataille de qui veulent le faire Yavin, arrête. l'an 2 puis l'an 1. Fait qu'il y a un jump de 1 an chaque semaine comme épisode de trucs. Ça va être quand même cool. J'ai hâte de voir déjà ce qu'on va faire. C'est pas mal ça qui s'est passé de mon côté. Merci. J'allais faire du trooping avec le Star Wars. La gang de la Forteresse impériale était au CLAP Québec. Les deux cinémas du CLAP pour la sortie du film Revenge of the Sith. L'épisode 3 fête son 20e anniversaire cette année. Donc on était là en costume pour accueillir le monde. Ici, il n'y a pas eu de représentation dans le côté de Montréal là, avec les personnages. Il n'y a pas de cinéma qui a demandé nos services. C'était un peu triste. Il fallait se déplacer vers Québec. Mais ouais, j'ai pas été le voir non plus, le film, j'ai pas eu le temps. Il y a pas mal de ça en ce moment qui se passe. Fait que là, à soir, ben, on jase Thunderbolts, l'historique un peu des personnages dans les BD, puis après ça, on va aller jaser nos attentes par rapport Plus au tard, film mais. qui s'en vient. Aussi, il y a un concours qui se termine ce soir sur Facebook de OJM et Instagram. Donc, si vous voulez participer, avoir la chance d'avoir une paire de billets pour le film mercredi à 19h au Star City de Montréal, en français, paire de billets disponibles. Donc, allez vous inscrire sur le On Jase Marvel Facebook. Donc, c'est juste Facebook On Jase Marvel. Puis, allez sous la publication. Ouais. Le garçon aussi, juste en avoir un qui était bas pour le monter facilement. C'est un petit défi. C'est ça. On rentre là-dedans. Ouais. Ça Question de se préparer. Ça vient de où, ça, les Thunderbolts? Ça vient de où? Ben, c'est Marvel qui a mis ça sous. OK, bon, c'est bon. Un bon départ. Ce qui est particulier avec le film qui va être sur grand écran cette semaine, c'est vraiment une équipe qui ne ressemble en rien à la toute première équipe des Thunderbolts. Parce que quand les Thunderbolts sont arrivés, c'était vraiment, là, je vous ramène dans les années 90, je vous ramène à l'événement Onslaught. Il y en a plusieurs de quoi je parle. Quand il y a eu l'événement Onslaught dans l'univers Marvel, dans la deuxième moitié des années 90. Là, 85, Charles Xavier et Magneto se sont. Ils ont comme créé, il y a comme dans l'univers Marvel, dans la deuxième moitié des années 90. Là, 85, Charles Xavier et Magneto se sont. Ils ont comme créé, il y a comme une entité qui était issue puis qui est devenue Onslaught. Ben, à ce moment-là, les Avengers et les X-Men avaient été tués, je mets ça entre guillemets parce qu'on sait qu'ils sont venus plus tard. Fait que là, on se retrouvait dans un univers Marvel où il n'y avait plus d'Avengers en tant que tel, en tout cas dans l'univers principal. Fait que les Thunderbolts sont arrivés dans ce contexte-là. Puis à l'origine, les Thunderbolts, c'était un peu une réponse de Marvel pour occuper l'espace laissé vacant par les Avengers. Mais ce qui était particulier dans les Thunderbolts, c'était qui a été mis par Zemo, le baron Zemo, qu'on connaît évidemment dans l'univers cinématographique de Marvel, parce qu'il y a eu une part importante dans le film Civil War. Il était aussi dans la série. Il était aussi dans la série Falcon et Winter Soldier. Fait que là, à moins que Marvel nous garde une surprise pour le film Thunderbolt, mais bon, on n'a pas vu rien là, par rapport à Zemo. Mais à l'origine, les Thunderbolts, vraiment la toute première apparition officielle des Thunderbolts, c'était dans un comic de Hulk, Incredible Hulk numéro 449. Mais 2 mois après, ou quelque chose comme ça, il y a eu vraiment, en 97, en avril 97, la série Thunderbolts numéro 1. On parle vraiment d'une équipe qui a été mise sur pied dans la deuxième partie des années 90. Et c'était vraiment avec
des super-héros qu'on ne connaissait pas. Là. C'était comme, c'était présenté comme des nouveaux super-héros. Back One, Techno, Atlas, Songbird. Ouais, je Super-héros pas qui des noms qui vous disent, pas des noms là, que je suis sûr que ça vous dit. Je suis sûr que dans le chat, il y en a qui disent ah oui, lui, oui, je le connais. Non, ben, finalement, pas vraiment. Pour sûr. Ça me fait penser, tu disais que les Thunderbolts ont été comme conçus à cause qu'il n'y avait pas les Avengers. Oui, mais d'ailleurs, dans les comics, c'était présenté un peu comme ça. Les Thunderbolts se présentaient comme étant la solution au fait que, regardez, il n'y a plus les Avengers, mais nous, on est là. On va se faire. C'est ça. En plus, il y a pas Shiny Nous sommes parmi eux. qui nous a fait Je le une lance. image Ouais, Shiny. de publicité. Shiny. Parce que là, il y a un Astérix sous le nom du film Thunderbolts Astérix. Il a réussi à trouver une image que ça doit être vrai, mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais on voit un petit, c'est une annonce qui dit dans les cinémas le 2000, tout le kit. Puis ça écrit Astérix, par rapport à un Astérix d'habitude, c'est parce qu'il y a un petit texte sous le. Oui, une note de bas de page. Là. Note de bas de page, c'est ça, puis c'est écrit Avengers not available. Je vais juste essayer de cliquer vite fait. Voilà. Oui, c'est quand même. Puis là, on va montrer au monde. C'est pas propre, là, c'est pas super beau. Regardez, on a l'Astérix et écrit Avengers are not available. Ouais, non, il n'y a pas de Shiny Donc, parmi eux. Feige nous avait comme dit quelque chose à part. Il y a quelque chose qui s'en vient avec l'Astérix. Là, je ne sais pas si c'est juste ça. Le gag, ils vont de quoi de plus gros. Mais il y a un agent de publicité, mais pas un agent, un morceau publicitaire qui est écrit genre en bas. Ben, ça serait cohérent avec le fait que dans le dernier film de Captain America, les Avengers n'existent plus, là, fait que là, quand c'est ça, puis s'il y en a pas, c'est pas c'est qui. C'est ça, quand Sam Wilson est approché pour remettre sur pied l'équipe des Avengers, fait que ça suppose là, qu'il n'y a pas d'Avengers. Voilà. Il y a un lien là, parce que quand les Thunderbolts sont arrivés, l'équipe se présentait comme étant une alternative à l'absence des Avengers dans l'univers Marvel. Mais c'était dirigé par Zemo, mais Zemo n'était pas apparent. Là. Il y avait une autre personnalité qui était Citizen. Je regarde juste. Ouais, je regarde juste. Il n'y a pas des Shiny. Il était déguisé dans un autre personnage. C'est vie comme Valentina. Non, il n'y a pas. Il était déguisé dans un autre personnage. C'est vie comme Valentina. Non, il n'y a pas de raid. Là, je l'appelle cette. Si j'ai pas de raid, je pense dommage. Mais finalement, cette équipe-là, les Thunderbolts, s'est avérée être une espèce de mascarade parce que dans le fond, c'était les Masters of Evil qui étaient déguisés. Il y avait le baron Zemo qui était à la tête. Okay. Mais Back One, en fait, c'était le Beetle qui était déguisé dans un autre personnage. Le Beetle qui était un ennemi de l'univers de Spider-Man. Attendez, je veux voir un truc. Atlas, c'était le Goliath. Il y avait un autre personnage, une femme météorite, mais qui était Moonstone, qu'on a vu aussi dans d'autres séries Marvel. Entre autres Captain America, Hulk. Finalement, c'était des méchants qui étaient comme qui essayaient de se faire passer comme des super-héros. Mais dans l'histoire, comment ça s'est développé, ça a quand même été une série qui a trouvé son public. Dans l'histoire, comment ça s'est développé, puis Zemo, lui, voulait se servir de cette équipe-là pour avoir une bonne presse, puis tranquillement pas vite faire avancer, lui, son propre agenda, qui était éventuellement salut ceux qui regardent avoir le monde à sa main. Mais à travers les histoires, finalement, c'est des personnages qui ont pris goût à sauver la veuve et l'orphelin, à être des super-héros, puis à un moment donné, ils ont comme vu que c'était possible là, d'être réformé ou de faire le bien là, plutôt que le mal. C'est vraiment le développement qu'on a vu là, de l'équipe au début. Et à un moment donné, Hawkeye, il en est devenu le chef de cette équipe-là. Parce que je vous rappelle que Hawkeye, dans les comics,
c'était un méchant repenti qui est devenu un super-héros. Il n'a pas été traité comme ça dans les films. Là. Dans les films, c'est un agent du SHIELD. Mais dans les comic books, Hawkeye, la première fois qu'il est apparu, il n'était pas du bon côté. Fait que quand il a été recruté par les Avengers, dans le début des séries Avengers, ben, là, il est devenu un super-héros à ce moment-là, mais c'est un super-héros récalcitrant. Fait que les gens qui connaissent un peu les Avengers des années 60, Hawkeye, il était tout le temps en chicane avec Captain America, puis il était toujours en train de contester l'autorité de Captain America, qui était le chef des Avengers. Fait qu'Hawkeye, lui, il a vraiment, voit ces gens-là qui essaient d'avoir une seconde chance, un peu comme lui, il a eu droit à une seconde chance, puis ça lui a permis de devenir un super-héros. Puis, au début de la série, c'est Hawkeye qui va devenir le chef de l'équipe. C'est vraiment les origines, là. Fait que, encore là, ben, je me demande si Jeremy Renner avait été physiquement plus en forme. Est-ce qu'on l'aurait vu dans Thunderbolts? C'est une question que je me pose parce que dans le début de l'équipe, ou en tout cas, si je fais le rapprochement avec Comic Marvel, ça a été dans les premiers chefs là, de l'équipe des Thunderbolts. Il a quand même été chef un petit peu. Ouais, puis il me semble que dans ce que moi j'ai connu plus récemment, il serait fait demander de devenir le chef des Thunderbolts. Il me semble que c'est les Thunderbolts. Puis justement, il devient comme le. Attendez, il reprend un peu le mantle Voilà, mais tu m'as plus. Salut à Matt77, bienvenue dans le chat. Puis là, il y a un PC, il dit ma préférée, c'est Songbird. Songbird qui dit Songbird, c'est pas la femme de Clint. Maintenant, c'est Mockingbird. C'est Mockingbird, oui. C'est Bobby Morse. Bobby Morse. Oui. C'est Bobby Rousseau, mais c'est pas ça. Bobby Morse qui était dans, si on fait le parallèle avec l'univers cinématographique Marvel, qui était dans Agents of S.H.I.E.L.D. Attendez, il faut que je rentre. Avec Coulson et compagnie. Mais cette série-là, vraiment, a trouvé Voilà, son vous mettez public, le mais il y a eu toutes sortes vraiment de Vous versions voyez de bien sur le petit. Thunderbolts au fil des années. Fait qu'il y a vraiment, il y en a vraiment eu pour tous les goûts, mais la majeure de cette équipe-là, peu importe la mouture qu'on a vue dans les comic books, ça a toujours été une équipe de anti-héros. Fait que souvent des gens qui étaient des anciens vilains ou des gens qui étaient des super-héros, mais qui étaient tout le temps à la limite là, au niveau du code moral. Puis évidemment, ben, il y avait des fois, il y avait des équipes, c'était carrément des super-vilains qui se retrouvaient là. Ça, c'est directement de la prison. Exactement. Fait que, c'était un peu. Je me rappelle pas qui la semaine dernière, on commençait à parler des Thunderbolts, mais qui disait que les Thunderbolts, c'était un peu Suicide Squad de Marvel. C'est effectivement, ça peut ressembler à ça. Quand il y a eu l'événement Civil War dans les années 2004, 2005, les Thunderbolts, à ce moment-là, ont été utilisés pour traquer les super-vilains. Donc, évidemment, là, même tous les super-héros qui n'étaient pas enregistrés devenaient des ennemis. Mais en plus, il y avait plein de super-vilains qui n'étaient pas enregistrés. Fait que là, à ce moment-là, ben, Tony Stark et compagnie ont fait un deal avec l'équipe des Thunderbolts où ben, vous allez, on va vous reconnaître une légitimité, puis mais en retour, ben, vous allez nous aider à traquer les super-vilains pour les emprisonner, les personnes qui refusent de s'enregistrer. Et c'est pour ça qu'on a vu les Thunderbolts s'impliquer dans l'événement Civil War. Mais là, là-dedans, à ce moment-là, on n'était pas avec une équipe de petites équipes en Angleterre. Les Thunderbolts qu'on a vu dans Civil War, il y avait Venom là-dedans, il y avait Lady Deathstrike, il y avait Taskmaster, il y avait Bullseye, il y avait Jack O'Lantern, il y avait Jester. D'ailleurs, ces deux derniers-là, ils sont par le Punisher, là, parce qu'à un moment donné, ils s'entraînent
il essaye de capturer Spider-Man. C'est Punisher qui est dans la rescousse de Spider-Man. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a vu dans l'événement Civil War. C'était une des sous-histoires dans l'événement Civil War. Prochaine nuit. Je vais faire un peu plus loin dans Hawkeye. C'était les Thunderbolts, la 11e version des Thunderbolts. Puis Hawkeye revient en tant que leader. Ouais. Le Spectrum, America Chavez, Powerman. Ouais. Puis Persuasion, qui est avec eux. Non, il y a eu à peu près, c'est ça, j'allais dire, mais j'allais dire, il y a eu plus d'une dizaine de versions de cette équipe-là. Et il y a eu une version, là, je vous parlais de la version de Civil War, mais après Civil War, il y a eu une version qui était dirigée par Norman Osborn. Fait que là, après Civil War, on a vraiment, là, l'univers Marvel commence à tranquillement à prendre de bord, parce qu'après Civil War, il y a eu Tony Stark qui est rendu à la tête du Shield, il y a eu l'événement Secret Invasion, à un moment donné, c'est Norman Osborn qui est devenu comme à la tête du Shield, puis il a appelé ça le Hammer, changer là, la terminologie du Shield pour qu'il y ait quelque chose de plus agressif, puis il a appelé ça le Hammer. Mais juste avant ça, Norman Osborn était à la tête d'une équipe des Thunderbolts. Et là, là-dedans, il y avait Moonstone, il y avait Songbird, il y avait Venom. Mais à ce moment-là, Venom, c'était pas Eddie Brock, c'était Max Gargan, qui était le Scorpion. Il y avait Moonstone, il y avait Songbird, il y avait Venom. Mais à ce moment-là, Venom, c'était pas Eddie Brock, c'était Max Gargan, qui était le Scorpion. Qui était un ennemi de Superman. Oui, c'était momentanément Venom. Radioactive Ben, Songbird, Horseman, Horseman, Ben, Songbird, Horseman, Horseman, quand après ça, ben, Norman Osborn, après les. Quand après ça, ben, Norman Osborn, après les événements de Secret Invasion, il y avait des scrolls qui avaient travaillé dans Marvel, qui faisaient passer. Après les événements de Secret Invasion, il y avait des scrolls qui avaient travaillé dans Marvel, qui faisaient passer. Il joue un rôle majeur dans la libération de la destruction des scrolls. Il remplace Tony Stark à la tête du Shield. Fait que là, il transforme une partie de l'équipe pour devenir ses scrolls. Il remplace Tony Stark à la tête du Shield. Fait que là, il transforme une partie de l'équipe pour devenir ses propres Avengers. C'est propre Avengers.
Mm. Ouais, c'est pas grave, je me fais- Bon. Ça dépend de votre, oui. Moi, j'ai pas la numérotation. C'était le tag Marvel Now. Ouais, quand tu fais le rebirth, c'était mon frère. Belle saveur. Un autre truc. Ouais, ça va. Non, c'est pas le 4-3, va te faire que. Hey, allô? Ah, oui. Merci. Là, j'ai mis assez fort. Merci. Là, j'ai mis assez fort. Ouais, il peut tenir. Ouais, il peut tenir. Et c'est pas grave, j'en ai assez fort. Enfin, ma batterie, c'était considérablement, là. Je serais peut-être obligée d'arrêter au dernier. Mais bon, je verrai bien. Ouais, ça y est fini. Allez, alors, on va faire. C'est pas là. Il va faire des trucs, ça, ok.
Ouais, j'ai pas tout. Ouais, peut-être un peu. Ouais, j'ai pas tout. Ouais, peut-être un peu. Ah bah, il veut pas s'attraper, lui. C'est encore un de... Ah bah, c'est un fou. Ah, c'est mignon. Ah, c'est bon. Ah, je vais voir, juste après. Ah, shiny. Ah, j'ai bien fait. Shiny. C'est vraiment quelqu'un qu'on voit bien dans la série Falcon et Winter Soldier. Il est sur le chemin de la rédemption. Il essaye de combattre ces démons-là. C'est comme une espèce de programmation. Rose, dans le film Ant-Man, dans le deuxième Ant-Man, c'est la fille de Bill Attendez. Foster.
Tu as fait raison, effectivement. Travailler en équipe. Ah ben. Non, il en faut madame debout.